Je laisse à Mme Billard le soin de définir la problématique de femmes de Lunel en Petite Camargue, 2013, 2018 ou 17, je ne sais plus exactement. 2018. À l'issue de la conférence, il y aura un échange avec l'auditoire qui se terminera par un apéritif. Bonne soirée. Alors merci déjà d'être là, tous et toutes. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Alors on a dit tout à l'heure que j'étais une femme du Sud, oui, et je revendique cette appartenance sudiste depuis des années, par les sujets même que je traite. C'est-à-dire que je pense qu'il y a vraiment un héritage de la littérature occitane et qu'il y a également une sensibilité sudiste. Et un jour que je faisais une conférence donc sur la féminité dans le Sud, il y a 2 personnes qui venaient de la Louisiane et qui m'ont dit « mais on se reconnaît complètement dans les femmes que vous décrivez » parce que nous aussi on a une littérature sudiste et les femmes du sud des États-Unis ne sont pas les mêmes que celles qui vivent à New York ou à Washington. Ça m'a fait très plaisir parce que je suis très intéressée aussi par la littérature américaine du Sud. Évidemment, j'ai de qui tenir, je dirais, puisque mon père est catalan et que ma mère est occitane, d'une très vieille famille du Quercy qui remonte au XIe siècle. Donc vous voyez, je suis le pur produit du drapeau actuel. J'ai épousé un Normand, ce qui fait que je porte un nom qui est pas forcément du Sud, mais mon nom de jeune fille c'est Puig, Puig, Pouch, donc selon le côté de la frontière où on se situe, vous voyez que c'est quand même très connoté. Ensuite, que vous dire, c'est que ça fait quand même plus de 35 ans que je suis à Lunel, donc c'est vraiment un choix dans mon cas. J'aime Lunel, j'aime la Petite Camargue et j'ai souhaité que mon fils naisse à Lunel. Donc c'était vraiment voilà, un choix et aussi un attachement. Hein, voilà. Donc vous avez un pescalune là qui est en train de filmer l'intervention qui va avoir lieu ce soir, puisque Maxence Biard est derrière la caméra. Je l'en remercie. Alors, Femme de Lunel, ça m'a interrogée pendant longtemps par rapport évidemment au titre, parce qu'aujourd'hui ça va absolument de soi que ça s'appelle comme ça. Ça a donné lieu d'ailleurs à 2 tomes, le premier tome que voici, et le deuxième que voilà, ce qui fait que ça fait quand même plus de 600 pages consacrées aux femmes. Pourquoi aux femmes ? Eh bien parce que justement ça n'avait jamais été fait et que ça m'intéresse quand ça n'a jamais été fait, parce que c'est des territoires à explorer. Alors, on est dans un contexte post-djihadiste quand je me mets à avoir ce projet. C'est-à-dire que Lunel est devenu le centre de l'actualité nationale et internationale, mais pas forcément pour des louanges ou pas forcément non plus pour une capacité d'attraction maximale. On parle beaucoup de nous comme du Molenbeek français. On nous stigmatise, on nous discrimine et j'ai trouvé ça très très éprouvant. Je me suis dit, je ne me reconnais pas moi dans ce descriptif de la ville. Bien sûr, il y a certainement un problème à résoudre avec le djihad, mais pas avec les musulmans en général. Il y a certainement un réseau à désamorcer, même si je pense que les réseaux de toute façon ils se recréent ailleurs, hein, voilà. Donc c'est pas forcément toujours comme ça qu'on résout tous les problèmes. Et donc je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire moi là-dedans, à part de rassurer les gens que je rencontre. Et je me suis dit il faut mettre en place un contre-pouvoir, mais un contre-pouvoir fort. Donc le contre-pouvoir, ça a été les femmes. Alors pourquoi les femmes ? Parce que j'ai pensé justement, grâce à cet héritage occitan, à la bataille de Muret. Je suis native de Toulouse
Et vous savez que pendant la croisade de Simon de Montfort, toute l'Occitanie a été saccagée, sa culture, ses fiefs, et aussi une grande partie de ses habitants, hein, puisque même Béziers s'est retrouvé ville en flammes, et avec un Simon de Montfort qui disait « Dieu reconnaîtra les siens », c'est-à-dire on ne brûlait pas que les hérétiques, lesquels étaient des cathares. Or on sait à quel point aujourd'hui le catharisme était constitutif justement de l'Occitanie. Et ils finissent par, les barons du Nord donc finissent par arriver aux portes de Toulouse, et là il y a la célèbre bataille de Muret où les femmes mettent en place un dispositif pour avoir la peau de Simon de Montfort. Elles y parviennent. Donc pour moi ça c'est un signe très fort. Voilà. Ensuite, deuxième grand point d'attache, c'est les femmes qui vont à Versailles au moment de la Révolution française pour aller chercher le pain du roi. Parce que le roi, justement, qui était garant jusque-là du prix du pain, a donné les commandes à Necker. Necker, lui, c'est la haute finance. Et il va faire en sorte que, justement, ces prix qui étaient garantis jusque-là deviennent des prix qui vont aller vers une hausse exponentielle, puisqu'on fait en sorte, dans certains endroits du royaume, de cacher les sacs de farine pour justement que cette denrée devienne de plus en plus rare. Tout ce qui est rare est cher, et tout ce qui est cher est précieux. Donc en fait, au bout d'un moment, évidemment, beaucoup de couches de la population n'avaient plus accès au pain. Et c'est les femmes qui, là aussi, décident d'aller en nombre chercher la réponse et justement influencer la politique dans la Révolution française, qui est à ce moment-là à ses prémices, hein. Mais c'est les femmes qui réagissent. Bon, alors je me suis dit, c'est le moment ici à Lunel de convoquer les femmes. Voilà. Après, sur ce, je rencontre un jour Madame Lavigne, docteur Mireille Lavigne, donc, et je lui en parle un peu de ce projet, parce qu'après avoir échangé quelques nouvelles, je lui dis, voilà, je pense à Montaillou, village occitan de Leroy-la-Durie, et ça serait un beau projet historique de parler justement de Lunel dans son histoire, et en même temps, après, d'y inclure les femmes sous forme d'entretien. Et elle me dit, Madame Biard, allez-y, c'est une très bonne idée. Donc, je dirais, enthousiasmée par la réaction de Mireille Lavigne, je me dis, bon, je peux me mettre au travail. Et puis, ensuite, la question, ça a été de définir finalement ce Lunel. Et Lunel, pour moi, c'était pas que l'Occitanie, c'était aussi une grande influence de la Provence. Parce que ça fait longtemps quand même que je vis ici, et je vois bien que la lingua nostra, c'est le provençal. Moi, au début, je cherchais l'occitan, et j'ai pas rencontré grand monde qui me parlait occitan ici. On me parlait provençal, en fait. Je comprenais pas tout. Ensuite, il y avait aussi donc ma famille maternelle qui était dans le Tarn-et-Garonne, où il y a un Lunel. Donc je me suis dit, il faut quand même pas qu'on confonde les deux. Et après, je me suis dit, alors Lunel, est-ce que je précise en Occitanie? Mais il y avait cette influence de la Provence toujours que j'avais en tête, et je me disais, bon, Arles pas loin, ici les femmes, quand elles se costume, elle se costume en arlésienne. Alors, bon, et j'ai tranché en me disant, bon, je vais mettre en Petite Camargue, parce qu'après tout, Lunel, c'est la porte de la Petite Camargue, c'est même la reine de la Petite Camargue, donc les anciens s'y reconnaîtront, et les jeunes, ils apprendront que, voilà, nous sommes ici en Petite Camargue. Donc déjà le titre là était, je dirais, défini. Ensuite, je me suis posé aussi la question de la féminité et du féminisme, parce qu'on était au début du XXIe siècle en plein dans ces questionnements-là.
Et tout ça, finalement, a pu être réalisé pendant 5 ans, juste avant qu'arrive le Covid, le grand enfermement du premier Covid. Donc, je n'ai pas pu beaucoup, en fait, diffuser les paroles qui avaient été recueillies pendant 5 ans à l'occasion de 36 entretiens, mais ça c'est par humour que j'ai voulu que ce soit 36 entretiens, parce que des fois, vous savez, on dit « Oh, mais il n'y en a pas 36 ». Ben si, là, il y en a 36. Donc, il y en a 36 qui se sont exprimés. J'ai fait en sorte que ce soit de tous les âges, c'est-à-dire que ce soit transgénérationnel. Pour pas qu'on ait l'impression que c'était que les témoignages des personnes âgées, qu'il y ait aussi des très jeunes personnes qui puissent s'exprimer par rapport à leur ressenti, leur vécu dans cette ville et leur projet pour cette ville aussi. Donc ça, c'était très important pour moi. Et du coup, j'ai réussi à donc rassembler des femmes de 17 à 97 ans. Et donc dans 36 entretiens, c'était un challenge, hein, parce qu'après le premier tome, j'aurais pu aussi m'arrêter. Mais il me semblait que tout le monde n'avait pas quand même pu s'exprimer. Alors évidemment, je ne prétends pas avoir donné la parole à toutes les femmes de l'UNEL. Mais j'ai fait en sorte que le casting, comme on dit, soit quand même très représentatif des problématiques féminines. Hein, voilà. Donc après, dans un deuxième temps, la question s'est posée que soulignait tout à l'heure M. Grouvel, de l'interférence entre plusieurs formes d'expression possibles au féminin. Et là, j'ai fait appel à des artistes et j'ai fait en sorte que justement elles ne soient pas de l'UNEL, pour qu'elles aient la distance nécessaire pour jauger un peu ces témoignages et elles s'exprimer à leur tour pour montrer qu'il y avait aussi une féminité qui comprenait, qui sentait les femmes de l'UNEL. Donc il y a eu là une espèce de dialogue que j'ai mis en place avec Hélène Nesti dans le premier tome et avec Vaya Siriopoulou dans le deuxième tome, qui se fait appeler d'ailleurs Vaya Politi et qui fait partie des artistes peintres et plasticiennes de l'UNEL. Donc elle, à ce moment-là, elle avait mis en place aussi une exposition avec des femmes de l'UNEL, prises en photo d'abord et puis ensuite qu'elle avait reprises en peinture. Elle avait aussi mis en place une enquête citoyenne, à laquelle d'ailleurs j'ai répondu. Et puis après, je me suis dit, bon, il faut quand même pas que les hommes pensent que nous sommes dans une perspective tellement féministe que ça les mettrait à part. Donc, j'ai fait appel à 2 hommes pour préfacer justement ces 2 livres et me dire ce qu'ils en pensaient. Et ces 2 hommes, l'un c'était Max Brunel, qui connaît bien l'histoire de l'UNEL, et le deuxième c'est Robert Faure, qui également est natif de l'UNEL, connaît bien depuis toute sa vie l'UNEL, et qui est également peintre. Voilà, donc j'ai eu des préfaces qui étaient aussi des témoignages de ces 2 personnages de l'UNEL. Voilà. Ces préfaces introduisaient des interrogations. Et donc, m'ont forcé, d'une certaine façon, à un travail de recherche historique. Parce que, comme Max et Robert faisaient appel à leurs souvenirs d'enfance, ils revenaient finalement à des choses qui s'étaient passées dans le XXe siècle, ou même quelquefois qu'ils avaient entendu véhiculer par leurs grands-parents, qui eux-mêmes avaient une mémoire un peu de la fin du XIXe siècle. Donc au fur et à mesure, on remontait le temps. Et je me suis dit, je vais quand même m'intéresser à l'histoire finalement de l'UNEL, pour voir un peu comment ça a évolué au fil des siècles. Et à ce moment-là, il y a eu
qui existe toujours, auquel on peut accéder, une série d'émissions, de 10 émissions, qui ont été réalisées par l'intermédiaire de RCF Montpellier et qui m'ont permis donc de retracer toute l'histoire de Lunel, pas des origines parce que je n'y étais pas, mais enfin, disons, de ce qu'on savait pour la préhistoire jusqu'à nos jours. Ce qui fait que là, il y a l'accès possible à un certain nombre d'informations qui sont dans les archives de RCF Montpellier, auxquelles on peut accéder, bien sûr. C'est toute une série, c'est l'histoire de Lunel. Voilà. Par étapes. Ces étapes, je les ai retracées donc dans les introductions des 2 livres, avec donc un historique assez fouillé qui laisserait penser que finalement les origines de Lunel, c'est les grottes de Lunel-Viel en fait. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui se sont adaptées au moment de la préhistoire, il est très probable que c'était là que ça s'est passé. Pourquoi ? Parce que Lunel, à ce moment-là, était un peu dans les marécages. Donc, à Lunel-Viel, dans les grottes, il devait être quand même plus à l'abri. Ensuite, il y a bien sûr la conquête romaine, la Via Domitia à proximité, évidemment, avec Ambrosum. Et là, on voit qu'il y a dû y avoir non seulement la mise en place de tout un réseau de communication, mais également de messages, de courriers, de transport, avec Ambrosum qui était un relais, et également l'implantation d'une population qui n'était pas que romaine, mais qui était sans doute mélangée avec des indigènes, c'est-à-dire des personnes ici du milieu local. Et Jean-Claude César, par exemple, doit faire partie de ces hommes qui sont venus avec les troupes de César et qui faisaient partie des hommes que César a laissés sur place pour justement occuper ces zones. Généralement, c'était des vétérans, c'est-à-dire c'était des gens qu'on appellerait aujourd'hui des anciens combattants, et auxquels on proposait de prendre, je dirais, une retraite dans des lieux qui avaient été conquis par les Romains. Et évidemment, si ça leur plaisait, ils s'installaient et on leur donnait les moyens de s'installer. Si par contre ils souhaitaient continuer la conquête, eh bien, on ne les freinait pas dans leurs élans non plus. Et au pire, les ancêtres de Jean-Claude César auraient pu s'installer à Narbonne, par exemple. Voilà. Bon, qui est une jolie ville aussi. Voilà. Donc, après la conquête romaine, on va passer à un moment qui est le Moyen-Âge. Et dans le Moyen-Âge, là c'est intéressant parce qu'on commence à voir arriver un certain nombre de seigneurs. Et ces seigneurs, eh bien, ils sont aussi des fois mariés avec des femmes qui font partie des premières femmes finalement connues de Lunel. Alors parmi ces femmes les plus connues, il y a le troubadour Folquet qui va chanter les charmes et surtout son amour pour Josserande du château de Lunel. Et donc ce Folquet arrive en 1244, laisse des écrits, donc on est en plein XIIIe siècle. Et ensuite, évidemment, pour ne pas céder à un amour qui serait un amour coupable, un amour adultère, eh bien, il va partir en exil en Lombardie, en Italie. Et donc, il respecte les codes de l'honneur du Finamore. Et là, on est plein dans les sujets que j'adore, c'est-à-dire et qui ont donné d'ailleurs lieu à des conférences que vous trouverez sur YouTube, sur les Troubadourites, c'est-à-dire les femmes troubadours. Mais contrairement aux hommes qui se déplaçaient, on dirait aujourd'hui en tournée, de château en château, les femmes, elles restaient dans leur fief. Elles étaient en général, évidemment, aptes à la lecture et à l'écriture.
Et au chant, quelquefois, à la musique aussi, elle recevait les troubadours. Donc Josserand est probablement une des premières femmes troubadouresques ou troubadourices qu'on a à Lunel. Alors ensuite, il y a Rosselin II, le dernier des Gosselm, baron de Lunel, mort sans descendant, mais qui était l'époux de Béatrix, qui était la fille de Guillaume II, comte de Genève et du pays de Vaud, et d'Alix de la Tour du Pin qui lui survécut. Donc là, à un moment donné, on a Béatrix, par exemple, qui va devenir une femme seigneur, une femme qui a un fief ici à Lunel. Ensuite, nous avons au XVe siècle une autre femme qui va s'illustrer ici à Lunel, c'est Jeanne de Boulogne, duchesse du Berry, et qui est veuve, mais qui a hérité de ce fief de Lunel. Puis, et c'est pas rien, au XVe siècle, on a Yolande qui est reine de Sicile sous Charles VII et qui elle aussi va hériter du fief de Lunel et le gérer. Puis, au XVIe siècle, Anne de France, fille aînée du roi, veuve de Pierre de Bourbon, qui va elle aussi hériter du fief et le gérer. Sa fille, Louise de Savoie, qui est reine de France. Puis, toujours au XVIe siècle, Marguerite de Foix, marquise de Salus. Et enfin, la baronnie revient à François Ier. Mais vous voyez comment quand même on n'hésitait pas à donner en héritage Lunel à certaines femmes. Alors après, il va y avoir, je dirais, un blanc, c'est-à-dire on n'entend plus parler des femmes, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas ou qu'elles n'ont pas leur rôle à jouer. Et celle qui va réémerger, je dirais, faire entendre parler d'elle, c'est entre 1850 et 1929, Louise-Aline Ménard-d'Orient. Et là, déjà, ça commence à parler à des contemporains ici, puisque la famille Ménard-d'Orient, c'est aussi la famille Hugo, étant donné que, justement, on a Jean Hugo qui avait sa grand-mère qui était une Ménard-d'Orient. Voilà. Donc, ensuite, eh bien, j'ai envie de dire, la démocratie a fait que dans les conseils municipaux, les femmes, à nouveau, ont repris le pouvoir, et en tout cas, au moins, le pouvoir de la parole. Donc, même si elles ne sont pas toujours des décideuses, elles influencent quand même les prises de décision dans le cadre des conseils municipaux, et c'est pas rien. Par conséquent, quand Max Brunel dit que finalement les femmes de Lunel c'est souvent des manadières, oui, mais pas que des manadières, c'est aussi des femmes qui ont eu, si vous voulez, à certains moments, les clés de pas mal de choses. Alors ensuite, je voulais également attirer l'attention sur le fait que la question aussi se pose ici de qu'est-ce que c'est la frontière exactement du pays Pescalune. Parce que certains vous diront c'est le Vidourle. Or, évidemment, par exemple Max Brunel qui est né à Vauvert, il vous dira bon moi je ne suis pas d'ici parce que à cause du Vidourle. Après vous avez des Grolinques qui vous disent nous le Gros du Roi c'est de l'autre côté du Vidourle, comme s'ils étaient vraiment bien loin. En même temps, quand vous allez au Gros du Roi, vous avez toute une rue qui s'appelle la rue des Pescalunes, preuve que quand même, on arrivait à se voir de façon assez régulière pour qu'on ait même une rue là-bas. Bon, donc le sud, c'est relatif, c'est dans la tête en fait. Moi, j'avais un copain au lycée qui s'appelait Raphaël, et son père, il venait de temps en temps jouer de la guitare à Lunel. Et quand il venait à Lunel, justement, il était bien accueilli, bien évidemment. Il était d'origine espagnole et pour lui, l'Odève, c'était le Nord, vous voyez. Voilà, donc c'est un peu comme dans le film de Bienvenue chez Leslie quand Galabru parle du Nord, quoi. En fait, le Nord, en fait, c'est toujours le Nord de quelque chose, mais des fois, c'est pas bien loin. Voilà. En réalité, oui, bien sûr, il y a un en deçà et un au-delà du Vidourle, mais il y a aussi, je dirais, la Méditerranée qui a fait une espèce de frontière naturelle.
on n'est quand même pas loin du littoral, hein, même la Grande Motte, c'est à même pas, enfin, une dizaine de kilomètres à peu près. Voilà, donc de cette mer Méditerranée, nous sont arrivés quand même aussi tout un tas de populations qui ont participé à la croissance de Lunel et à l'arrivée aussi des femmes. Je pense par exemple à des femmes qui sont arrivées au moment de la guerre civile d'Espagne, parce que quand il y a eu la guerre civile d'Espagne, il y avait beaucoup de bateaux qui partaient donc des ports de Catalogne ou même de Valence ou plus au sud, et qui essayaient justement de passer en territoire français. Souvent, ces bateaux étaient bombardés par les armées de Mussolini, enfin surtout l'armée de l'air de Mussolini, et on retrouvait sur le rivage donc après des valises ou des affaires de ces gens qui n'avaient pas pu arriver jusqu'à nous, parce que le passage de la frontière des Pyrénées était quand même aussi très risqué. Voilà. Certains Lunélois, j'en ai eu le témoignage, se souviennent de ce temps-là, parce qu'ils disaient on allait à la plage et on trouvait effectivement des valises, des paquets, et on savait que donc ça c'était un bateau qui n'avait pas pu arriver, mais que la mer nous rendait des choses qui nous renseignaient sur des tentatives. Ensuite, après la guerre civile d'Espagne, il y a bien sûr eu la retirade avec tout un tas de camps. Hein. Bon, je ne suis pas là pour parler de la guerre civile d'Espagne. J'en ai parlé dans un livre qui s'appelle Variations catalanes, qui est sorti il y a 2 ans, et où là, je fais tout l'historique, mais ce n'est pas ce soir le projet ni le sujet. Et puis il y a le cas des pieds noirs. Alors les pieds noirs, effectivement, il y a plusieurs personnes dans ces livres qui ont montré comment ça s'était passé pour elles, l'arrivée de leur famille à Lunel. Alors pourquoi à Lunel ? Parce qu'il y avait une gare tout simplement, et que c'était un endroit où quand il y avait une famille pieds noirs qui avait pu arriver à trouver une maison à louer, eh bien, elle essayait d'envoyer une lettre ou de correspondre, je dirais, par des télégrammes pour expliquer que voilà, on avait trouvé une adresse, que c'était à Lunel et que par conséquent, on pouvait recevoir quelqu'un de la famille ou même quelquefois une famille entière. Donc c'est aussi comme ça que sont arrivés les pieds noirs à Lunel, et puis qu'après ils ont réussi à s'y implanter. Et dans une conférence que j'avais donnée, je disais, ils ont permis aussi la croissance de Lunel, parce que c'est des gens qui se sont vraiment retroussés les manches, qui ont fait en sorte d'être vite intégrés, qui ont fait en sorte d'être intrépides, dynamiques, et qui ont relancé justement, en particulier dans le bâtiment, beaucoup de choses qui peut-être sans eux n'auraient pas trouvé cette dynamique. Ensuite, il y avait également dans le casting des personnes qui ont été contactées, et parmi ces personnes, il y avait aussi des freins. Donc la question s'est posée de la collaboration ou non des femmes. Alors, il y en avait qui, par leur profession par exemple, ne voulaient pas qu'on entende trop parler d'elles. Il y en avait qui étaient timides. Il y en avait qui avaient un père ou un mari qui leur disait que bon, il fallait pas trop attirer l'attention sur cette famille-là plutôt qu'une autre. Donc la question s'est posée aussi de l'identité de ces femmes, la façon dont elles, je dirais, prenaient en charge leurs paroles ou leurs témoignages. Et ça pose la question aussi de la légitimité. Est-ce que je suis légitime à parler ? Certaines ont pensé que je ne m'intéressais qu'aux femmes célèbres de Lunel. Alors là aussi, c'est difficile de savoir aujourd'hui, maintenant, qui est célèbre et qui ne l'est pas. Et alors, il y avait 2-3 noms qui émergeaient. Régine Cerda, déjà, tu étais célèbre quand je me suis installée à Lunel, il y a plus de 35 ans. C'est fou parce que quand je suis arrivée à Lunel, j'entendais déjà parler de Régine Cerda en tant que peintre. Et je me disais en moi-même, un jour, je la connaîtrai, cette femme.
Et c'est vrai que la vie nous a permis de nous rencontrer avec Régine et que nous sommes devenus rapidement sur la même longueur d'onde, hein, et très amis. Donc comme ça, effectivement, il y a quelques noms. Quand je suis arrivée aussi, on parlait beaucoup de Madeleine Ribovinas. Peut-être que certaines ont dans la tête qui a été Madeleine Ribovinas. C'est une historienne et elle s'est penchée plus particulièrement sur le passé juif de Lunel. On lui doit la borne qui se trouve justement à côté, enfin dans le centre-ville, hein, dans le cœur historique de Lunel, et qui rappelle la présence ici de l'école juive de Lunel, qui n'était pas qu'une école pour apprendre à lire et à écrire, mais qui était aussi un centre de recherche, à la fois pour la littérature, la poésie, les sciences, la médecine, etc. Et là aussi, j'ai été contactée par Radio Aviva à un moment donné, quand on a fêté les 800 ans de la faculté de médecine de Montpellier. On m'a demandé un témoignage justement, enfin un témoignage évidemment fondé, pour expliquer comment, sur le plan historique, oui, il y avait bien eu à l'origine de la faculté de médecine de Montpellier, la faculté de médecine de l'école juive de Lunel. Donc on est vraiment là dans un ancrage très important au niveau intellectuel, au niveau culturel. Lunel est une ville où vraiment il y a eu des ressources et où évidemment après ça a donné l'impulsion pour d'autres projets. Voilà. Après, la question c'était est-ce que je suis libre dans ma parole? Et là, il a fallu que j'insiste en disant que c'était un projet personnel et pas un projet qui m'avait été dicté par autre chose ou par d'autres personnes. C'est-à-dire que ce n'était pas un projet politique, vous voyez. Il n'y avait pas derrière un parti qui m'avait demandé de travailler pour lui ou pour les élections à venir. Donc par rapport à ça, il a fallu aussi que je détende un peu l'atmosphère. Après, la question aussi, ça a été, est-ce que je suis égale aux autres femmes qu'on va interviewer ? C'était légitime de se poser cette question parce que toutes les femmes qui étaient interviewées n'avaient pas le même âge. Donc elles n'avaient pas non plus la même assurance. Quand j'interroge par exemple Léa Carville du lycée Feuillade à Lunel, c'est difficile pour elle. Enfin, elle veut bien parler en tant que jeune fille, mais elle se dit qu'il y a tellement d'autres femmes adultes qui vont parler et qui sont habilitées à le faire. Donc, il a fallu que je décoince un peu les choses aussi de ce point de vue-là. Et puis après, il y a la question également de la liberté individuelle, c'est-à-dire de la façon dont on se positionne aussi par rapport à moi. Et là, on est en plein cœur des interrogations féministes. C'est-à-dire que, en fait, est-ce que c'est moi le leader ou est-ce que je suis là comme une grande sœur ? Vous voyez ? C'est-à-dire, est-ce que c'est un féminisme agressif, très viril finalement, hein ? Ou est-ce que je suis plutôt dans une position empathique, d'écoute et plus dans la sororalité, qui est une autre forme encore du féminisme aujourd'hui. Voilà, donc la réponse est la deuxième, hein, c'est-à-dire moi je suis toute en émotion, donc de toute façon mon problème c'était pas d'être dans, on parle du mâle dominant, mais j'étais pas non plus une femme particulièrement dominante dans mes relations avec les autres. Voilà. La question qui s'est posée très rapidement par rapport à l'indépendance justement de la parole, de l'expression, de la politique, du rôle aussi de ces femmes sur le plan professionnel, ça a été comment elles étaient arrivées à la conquête financière, c'est-à-dire la conquête de l'indépendance féminine, que ce soit à Lunel ou ailleurs, elle passe par la conquête de l'autonomie financière. Et là, on a conscience que d'un siècle à l'autre, ça ne se passe pas pareil. Parce que vous avez par exemple la doyenne, c'est-à-dire la dame qui avait 97 ans, qui elle me disait que ça avait été au départ une enfant qui avait été placée. C'est-à-dire qu'à 12 ans déjà, elle était bonne à tout faire dans une famille qui prenait soin d'elle. Mais
voilà, elle n'avait pas de bagage, si vous voulez, qui lui permettent d'asseoir une profession et après d'avoir un statut. Et toute sa vie, cette femme a fait des ménages, elle a fait les vendanges, elle a fait aussi pas mal de lessive pour les uns et les autres. Et c'est comme ça qu'après, elle a élevé ses 3 garçons. Et elle a un témoignage particulièrement intéressant sur, par exemple, comment ça a été vécu ici pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est fort parce que c'est la seule qui m'a parlé d'une façon aussi puissante, aussi fine, aussi réaliste finalement de ce qu'avaient été les années de guerre ici et de privation bien sûr à Lunel. Alors après, il y a également la question de pourquoi maintenant ? Parce que moi maintenant je trouve qu'on vit une époque formidable. Alors je sais que certains vont sursauter sur leur chaise parce que si on regarde que l'actualité mondiale, on se dit mais vraiment d'où sort cette réflexion. Non, ça, c'est intéressant sur le plan historique, si vous voulez, parce qu'on est passé quand même, l'air de rien, tous, d'une génération à l'autre, d'un siècle à l'autre, et d'un millénaire à l'autre. Et ça, c'est pas toutes les générations qui ont vécu tous ces bouleversements en même temps. Et je pense que cette conscience aussi d'être au monde tous en même temps, dans un moment d'aussi grand bouleversement au niveau des calendriers, c'est quelque chose qui devrait nous interpeller aussi. Voilà. Donc faire l'état des lieux justement sur les femmes de Lunel à ce moment-là, ça me paraissait un projet intéressant. Que j'avais d'ailleurs déjà un peu amorcé avec Gaieteur d'infini, le passage de la jeunesse d'un siècle à l'autre, dans Les Seuils magnifiques, qui est aussi le Montpellier, si vous voulez, de la fin du siècle dernier, dans les Trobaïris auxquels je faisais allusion tout à l'heure, qui sont devenus un livre qui s'appelle Féminité du Sud, avec des additions, enfin des additions, et pas des addictions, des additions de conférences, et d'autres livres aussi qui parlent des femmes. Voilà. Donc ça c'est donc toute une société que j'ai pu appréhender parce que justement j'avais 35 ans d'expérience à Lunel et que cette perception aussi des mutations, je l'avais moi-même vécue en tant qu'enseignante, puisque très rapidement on a affaire aux parents d'élèves, mais aussi vite, surtout quand on habite à Lunel, aux grands-parents des élèves. Et puis après, les élèves grandissent, et puis ils deviennent à leur tour parents. Et puis maintenant, j'en suis même des fois à rencontrer les premiers petits-enfants de certains de mes élèves, quoi, vous voyez. Donc, des fois, je vois comme ça, je suis comme ça des familles sur au moins 3 générations. Hein, voilà. Donc ça, c'est intéressant aussi d'avoir cette familiarité dans toutes les couches de la société. C'est un jour, je ne sais plus quand, j'entendais Madame Biard, elle véhicule des valeurs bourgeoises. Avec le métier que j'ai eu, les valeurs bourgeoises, heureusement que je les ai rangées quelque part au fond de mes poches, parce que j'ai vu passer toute la société. Et quand des fois des chauffeurs poids lourds me klaxonnent, c'est pas pour mes beaux yeux, c'est parce que c'est des anciens élèves. Vous voyez ? Bon, voilà. Hein. Et ça, c'est un hyper, un jour, qui me disait, mais Madame Biard, détendez-vous, vous comprenez bien que tous vos élèves, l'histoire, c'est pas leur tasse de thé. Il avait raison. Hein. Il y en a plein qui ne sont pas profs d'histoire. Mais il y en a quand même. Ça m'a fait plaisir aussi, quand on arrive à passer la flamme comme ça d'une génération à l'autre. Alors effectivement, je véhicule aussi des valeurs qui sont des valeurs démocratiques, voire même populaires. Je véhicule des valeurs d'Ancien Régime parce que mes travaux m'y invitent. Des valeurs féodales, des valeurs bibliques, des valeurs de l'Antiquité gréco-latine, parce que ça me passionne, des valeurs féministes et féminines. Voyez, donc voilà, je pourrais même aller jusqu'à dire des valeurs rock et des valeurs post-punk. Et ça serait toujours vrai. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toute cette société, surtout, qui m'intéresse et qui est en pleine mutation. Alors après, qu'est-ce qui se dégage de tout ça ? De tout ça, il se dégage, si vous voulez, d'abord un collectif avec sa façon de s'exprimer et des femmes qui
se sont libérées d'abord avec leur corps. Ce qui fait que on a par exemple le témoignage de Madame Moissonnier qui avait fait des sports collectifs. On a le témoignage d'une jeune femme qui travaille à la SNCF et qui, elle, a eu recours aux arts martiaux pour justement son métier, hein, c'est-à-dire faire face des fois à des situations agressives dans les transports en commun. Après, on s'est posé la question aussi avec Catherine Escande ou Véronique Figère, qui a longtemps eu son magasin Dune sur le cours Gabriel Péry, du dress code aussi des femmes, c'est-à-dire comment comment au fur et à mesure avait évolué aussi l'image de soi et le bien-être dans le corps justement. Donc bien-être dans le corps, mais bien-être aussi bien dans sa peau quoi aussi. Hein. Or on voit aujourd'hui par exemple que beaucoup de jeunes femmes et même très jeunes ont recours à la chirurgie esthétique, que beaucoup de femmes ont recours aussi à des ajouts de botox ou à des traitements hormonaux, que beaucoup de femmes se marquent aussi avec des tatouages. Donc voyez comment petit à petit aussi les choses ont évolué dans le rapport au corps, dans le rapport de la femme qui se sert de son corps. Et là aussi, rappelez que Lunel c'est en France et que Paris ça a été de tout temps la capitale de la mode. Hein. Déjà au temps de Marie-Antoinette, les tenues de Marie-Antoinette étaient copiées dans toutes les cours d'Europe. Hein. Et donc cette valeur française, ça c'est quelque chose, je dirais, qui est très intéressant parce que ça conditionne un style de vie. Moi je suis native d'une ville, Toulouse, où on disait la Toulousaine lance l'élégance, lance la mode, et après tout le monde est sur son 31. L'expression être sur son 31, ça vient de là, hein, c'est-à-dire d'un certain raffinement quand même. Voilà, donc il y a donc dans la tenue féminine à la fois une forme d'adaptation, mais des fois aussi une forme de résistance. Voilà. Et une forme aussi de singularisation, parce qu'il y a des femmes plus originales que d'autres aussi dans le choix de leur tenue. Après, vous avez aussi ici, plus particulièrement, à cause peut-être d'une occupation de Lunel qui a été quand même très maghrébine, un effet miroir. C'est-à-dire que la question, par exemple, du voile, c'est aussi la question de qu'est-ce qui s'est passé pour moi pour que j'en ai pas, quoi, en fait. Donc ça aussi, ça renvoie à sa propre identité. Et en même temps, j'ai eu des femmes qui me disaient, moi, dans ma jeunesse, j'ai connu ma grand-mère qui encore mettait le moukadou d'El Cap. Alors je traduis, pas le mouchoir sur la tête, mais un foulard sur la tête. Donc, je vous dirais que moi j'ai eu une grand-mère aussi qui ne rentrait jamais dans une église sans avoir mis une mantille sur la tête. Bon, donc cette idée qu'on se couvre les cheveux, c'est pas forcément, si vous voulez, quelque chose qu'il faut vivre comme une agression. Hein, voilà. Même si aujourd'hui ça peut être revendiqué comme l'appartenance à un certain communautarisme. Après, il y a eu la question aussi qui s'est posée, toujours avec ces femmes, de l'uniformisation, hein, de la standardisation du modèle féminin. Et ça nous renvoie aujourd'hui à la question de l'uniforme dans les écoles. Je vous dis tout de suite, je suis contre. Bon, parce qu'à mon avis, si vous voulez, ce qui est important, c'est en fait une tête bien faite. Hein, voilà. Après, chaque jeune choisit son style, et c'est important, il me semble, au moment de l'adolescence, d'arriver justement à se trouver un look. Parce que c'est ce qui va faire aussi qu'on ne va pas être standard, qu'on ne va pas être uniformisé. Hein. Et je suis la fille d'une femme qui travaillait dans l'armée française et qui a toujours été en uniforme à son travail. Donc je sais de quoi je parle aussi. Hein. Comment dire, ma mère a toujours été une énigme pour moi et elle a interrogé d'une façon radicale justement qu'est-ce que c'est la féminité, parce qu'elle était très féminine, et qu'est-ce que c'est que
le féminisme, parce qu'elle était très indépendante, elle revendiquait évidemment un certain nombre de valeurs, mais en même temps elle s'uniformisait elle aussi. Alors bon, vous voyez, c'est paradoxal quelquefois les choix des femmes. Bon, d'ailleurs c'est Louise de Vilmorin qui disait « les femmes sont la migraine de Dieu ». Voilà, alors on peut s'interroger aussi sur la finalité de tout ça, quand on voit aujourd'hui tant de femmes justement poster des selfies sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est le narcissisme? Est-ce que c'est le respect de soi avec justement le souci d'une reconnaissance? Est-ce que c'est vraiment une indépendance comme le souhaitait Coco Chanel? Ou la revendication de notre part masculine qu'on retrouve dans les collections d'Yves Saint Laurent, par exemple, avec des tailleurs par un pantalon, des smokings de soirée, qui peuvent être aussi saillants, quelquefois, que la robe du soir. Voilà. Donc, recherche d'une adhésion avec des followers, des suiveurs sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook et Instagram, TikTok, etc. Et dans certains cas, des images aussi monnayées des chaînes YouTube. Enfin, donc, vous voyez, il y a des nouvelles formes là aussi de revendication féminine, qui passent jusqu'à des fois un fétichisme. Moi, je suis tombée un jour sur un mur où la fille, elle passait ses journées à photographier ou à filmer ses pieds. Et il y avait toute une communauté fidélisée autour justement des diverses façons qu'elle avait de montrer ses pieds, chaussés, déchaussés, avec des bas, des chaussettes, enfin tout ce que vous voulez. Bon, alors après, donc qu'est-ce que c'est aujourd'hui la femme conforme, quoi, si vous voulez, qu'est-ce que c'est que cette féminité qui n'hésite plus pourtant à s'en battre les couilles? Alors dans ces cas-là, je sursaute parce que je me dis, décidément, elles veulent être autonomes, elles veulent s'affirmer, mais elles connaissent même pas leur anatomie, quoi, pour dire des choses pareilles. C'est pas possible. Bon, alors, donc il y a encore du travail. Voilà. Donc, beaucoup de questions qui interrogent, et qui interrogent tout le monde, c'est-à-dire qui interrogent aussi bien les papis que les mamies, que les nièces et les cousines, vous voyez, c'est-à-dire c'est toutes les générations qui sont confrontées à tout un tas de problèmes. Et ça émane, si vous voulez, des divers entretiens. Alors, on a eu aussi beaucoup de choses qui se sont dites dans ces entretiens, avec des confidences. Vous avez par exemple des femmes qui ont interrogé aussi le lesbianisme à travers justement le phénomène des gay pride. Vous avez des femmes qui ont interrogé aussi l'image de la femme avec la standardisation aussi de la ligne. Qu'est-ce que c'est garder la ligne? Et il y a des femmes qui étaient en surpoids et qui m'ont dit à quel point c'était difficile pour elles de s'affirmer en tant que femme, parce qu'elles étaient apparemment pas plus dans les standards. Elles l'auraient été au XIXe siècle, on aimait les femmes bien en chair, elles l'auraient été au temps de Rubens, mais là maintenant, on est passé à une espèce aussi de terrorisme par rapport à ça. Après, vous avez aussi des femmes qui ont abordé des problèmes beaucoup plus intimistes, on va dire, beaucoup plus délicats. Et là, c'était vraiment, il fallait être à l'écoute, parce que quand vous avez des femmes qui en sont à vous parler de l'inceste, on est sur des lignes de haute tension. Mais elles l'ont fait avec beaucoup d'authenticité, beaucoup de simplicité, et elles tenaient à le faire, parce que c'était aussi une façon pour elles de décharger les générations futures d'un poids, et aussi de les déculpabiliser. C'est-à-dire de se dire finalement, cette parole-là aussi, il faut qu'elle soit véhiculée, il faut aussi qu'elle soit dénoncée, il faut aussi que, voilà, on ait un recours, qu'on ne soit pas toujours victime. Après, c'est posé aussi la question dans ces 36 entretiens de qu'est-ce que c'est le couple. Le couple en question, quoi, si vous voulez. Voilà. Alors, aujourd'hui, le couple, c'est bientôt depuis quasiment 10 ans, le couple présidentiel. Qu'est-ce que c'est le couple présidentiel? C'est un couple qui est quand même pas très standard et qui nous renvoie aussi à tout un tas d'interrogations. Voilà. Et en même temps, il existe, il est là, ils n'ont pas divorcé. Donc, bon, apparemment, ça fonctionne.
Alors après, la question aussi, je l'évoquais tout à l'heure en amont, c'est la question aussi de l'hétérosexualité. Il y a des femmes qui m'ont dit, moi quand j'ai épousé mon mari, il me faisait peur. L'homme me faisait peur. Le masculin me faisait peur. Et ça c'est intéressant aussi, de se dire, mais enfin, comment on peut arriver à s'apprivoiser, quoi, les uns les autres. Vous voyez, après, la question aussi s'est posée du mariage. Il y a des femmes qui m'ont dit, moi ça m'a jamais intéressé le mariage. Je veux pas. Donc quand je dis, et je le fais exprès chaque fois que je salue mon auditoire, de ne pas oublier les demoiselles. Parce que dans ma famille, il y en avait une qui était une cousine et qui tenait absolument à revendiquer justement son célibat. Faisait dire à un cousin de notre famille, de toute façon elle deviendra vieille parce que justement comme elle ne s'est pas mariée, elle n'a jamais voulu d'enfant, et ben c'est celle qui deviendra la doyenne. Ce qui s'est passé d'ailleurs. Voilà. Bon, cela dit, le cousin atteint quand même un grand âge, preuve qu'on peut être aussi marié et père de famille et quand même tenir le choc. Voilà, donc je rassure aussi les messieurs de cette assistance. Voilà, donc cette différence affirmée par rapport à des couples par contre fidélisés dans le temps. Alors vous avez par exemple des femmes que je ne nommerai pas, mais vous pouvez le lire après, mais qui elles ont affirmé justement un mariage hétéro et longue durée, voyez, et ça marche aussi. Mais ça marche aussi avec quand même beaucoup de discussions, beaucoup de mise au point, beaucoup de dialogues qui font qu'on arrive à des pactes ou à des contrats et que par conséquent, petit à petit, on apprend à s'accepter aussi dans sa différence et pas dans un modèle, je dirais, qui aurait plus qu'à réchauffer et hop, ça marche. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est beaucoup plus compliqué le couple. Bon, d'autant qu'on évolue dans le couple aussi. Chacun évolue à sa façon, n'évolue pas toujours au même rythme. Et donc, il faut après s'accepter, parce que celui qu'on a épousé quand il était jeune homme, c'est plus celui de l'âge mûr, et c'est plus non plus le monsieur d'un certain âge avec qui on va passer sa retraite, enfin, en espérant qu'on arrive à l'âge de la retraite, parce que maintenant, l'âge de la retraite, c'est de plus en plus mystérieux. Bon, voilà. Alors, certaines m'ont dit, dans ce mariage hétéro et je dirais très standard finalement, est-ce qu'on est encore standard ou est-ce qu'on est les derniers des Mohicans? Vous voyez, c'est aussi la question qui se pose, ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de formes, de façons de vivre en couple, et que depuis 2013, en plus, le mariage pour tous a montré que, bon, je dirais, toutes les formes de couple étaient possibles. Ben, se pose la question, justement, de la femme dans sa complémentarité, dans sa durabilité, dans son contrat de vie, et le modèle, elle ne l'a pas forcément en regardant sa mère. Il faut qu'elle le redéfinisse par rapport à aujourd'hui, maintenant, l'époque dans laquelle elle vit. Et ça, c'est pas toujours facile non plus. Voilà. Et puis après, il y a toutes celles aussi qui ont abordé la question de la dissolution des liens. Comment ça se passe, comment ça s'opère, qu'est-ce qui se passe aussi entre le projet initial, l'idéal qu'on porte en soi, et puis après, je dirais, l'usage, c'est-à-dire le quotidien. Il y a aussi eu celles qui ont pensé la question du divorce. Qu'est-ce que c'est un divorce? Comment ça se passe? Et les conséquences que ça a. Après, il y a eu aussi, du coup, la gestion des enfants qui s'est posée. C'est-à-dire, est-ce que dans le cas où on a des enfants, ou pas, comment ça va se passer aussi la gestion de la reproduction? C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais, moi, avec mon corps de femme? Et là, la question aussi, c'est, si vous voulez, toute la politique aussi qui a été mise en place dans le courant du XXe siècle et jusqu'à nos jours, de la contraception, de l'IVG, et c'est encore en question, de la PMA, de la GPA, et même quelquefois des mamans porteuses. Moi, j'ai des élèves qui sont devenus des hommes adultes,
sont mariés, qui sont homosexuels, qui ont eu recours à une mère porteuse, qui ont fini par avoir une petite fille. Cette petite fille aujourd'hui a 5 ans. Elle est merveilleuse, elle est très bien élevée, elle ne manque de rien. Et j'ai envie de dire chapeau. C'est-à-dire que leur petite fille... Je ne sais pas s'il y a des couples hétérosexuels qui arrivent à aussi bien élever leur petite fille. Donc, vous voyez, il y a le projet du couple, le projet éducatif. Qu'est-ce que c'est le couple? Comment ça fonctionne? Enfin, ça nous interroge beaucoup, hein, tous ces 36 entretiens-là des femmes de Lunel. C'est pas simplement femmes de Lunel, c'est pas simplement, si vous voulez, du pittoresque. On est vraiment dans du socioculturel. Et c'est pour ça que c'est intéressant, enfin ça a été intéressant en tout cas pour moi. Et puis après, la question aussi, ça a été justement la conquête d'un état d'esprit. C'est-à-dire que là, vous avez des femmes comme Michèle Young, comme Régine Cerda, comme Sylvie Logeux, qui ont parlé justement de qu'est-ce que c'est petit à petit que cet état d'esprit qui fait qu'on avance, qu'on évolue, qu'on a envie de changer, qu'on accepte aussi ces changements avec toutes les questions que ça pose, et que dans une vie de femme, eh ben, il n'y a pas une femme qui est complètement, si vous voulez, figée dans le temps ou dans sa personnalité, qu'en fait elle accepte aussi de se déployer et d'ouvrir ses ailes. Voilà. Donc derrière cette conquête, il y a la conquête civique, bien sûr, avec la persona, mais la persona au sens grec, c'était le masque social, et là on s'achemine vers quelque chose qui est plus une reconnaissance sociale et un statut de la femme dans la société. Donc c'est pas personne comme sur internet, c'est des femmes qui vraiment ont essayé de s'affirmer. Et là ça me renvoie à ce que m'avait dit Adèle Hugo. Elle m'avait dit on hérite d'un nom, mais après il faut s'affirmer en tant que femme. Et elle me disait, moi en plus, j'étais dans une famille où j'étais la 4e. Ça veut dire qu'il y avait le bloc des aînés, qui prenaient les décisions, qui chapeautaient un peu la fratrie. Et puis après, il y avait les petits. Et moi, j'étais au milieu, j'étais un peu toujours celle qui était oubliée d'ailleurs. Et en plus, avec un nom, Hugo, pas facile à porter, et un prénom, Adèle, encore moins facile à porter. Parce que Adèle, c'est aussi toute l'histoire d'Adèle Hugo du temps de Victor. Et c'était pas forcément sa fille préférée, et c'était pas forcément la fille qui a eu le destin le plus facile à endosser, Adèle Hugo. Donc, quand vous arrivez dans une famille au XXe siècle, et que vous endossez tout ça, c'est pas évident après d'être Adèle numéro 2, quoi, vous voyez. Voilà. Bon. Alors, je vais pas vous faire sortir les mouchoirs sur le cas d'Adèle Hugo, qui d'ailleurs est une femme épanouie et qui peint et qui fait plein de choses. Mais cette question aussi de quoi on hérite et qu'est-ce que c'est que la société aussi projette sur nous, hein, c'est intéressant aussi de se poser la question de la représentativité. Voilà. Et ça, cette question de la représentativité, ben, c'est aussi une question que j'ai abordée avec Mireille Lavigne, qui était d'une famille disons modeste, et qui est arrivée à être médecin, mais dans un milieu où elle, quand elle est arrivée, c'est-à-dire après 68, il n'y avait pas beaucoup de femmes médecins, et où en plus il y avait tout un, je dirais là pour le coup, tout un cénacle de familles de médecins, où c'était normal d'être médecin de père en fils, mais où par contre, si vous arriviez d'une autre famille, d'une autre origine sociale, c'était pas toujours facile de s'imposer, parce que justement, ben, non seulement vous étiez une femme, handicap majeur, mais en plus, vous n'étiez pas du sérail, quoi. Donc après, la question aussi, c'est ça, c'est l'affirmation de soi et de sa personnalité. D'autres femmes aussi se sont affirmées aussi dans d'autres métiers, hein, comme par exemple Gabriela Assorin qui était avocate et qui elle aussi m'a raconté un certain nombre de choses, d'autant qu'il y avait aussi avec l'intermédiaire de son beau-père une entrée en politique. Donc il y avait aussi cette représentativité de qui je suis, moi, Gabriela, issue d'une famille italienne, et qui n'a pas du tout les mêmes codes que la famille Assorin à Lunel, quoi, vous voyez. Bon, même chose d'ailleurs avec
avec Madame Figère. C'est-à-dire qu'elle, elle arrivait, elle était comment dire, d'une famille qui avait beaucoup, enfin comment dire, qui s'était installée dans beaucoup de villes et elle me dit, quand je suis arrivée à Lunel, j'avais une immatriculation parisienne. Et les Lunélois, ils me klaxonnaient parce qu'ils croyaient que j'étais une farigote, quoi. Et en fait, non. C'était la future belle-fille de la famille Figère. Donc, en fait, Véronique, petit à petit, elle a gagné ses galons à Lunel en montrant que non, elle était pas quand même si inaccessible que ça, quoi, si originale que ça, qu'elle pouvait, oui, vivre à Lunel et avoir sa légitimité d'être ici, vous voyez, voilà. Alors après, je voudrais attirer aussi l'attention sur Madame Gaillot. Madame Gaillot qui, elle, a été à l'initiative de l'association de la Palle. Et ça, c'est très intéressant aussi parce que c'est une femme qui, la première, s'est posé la question des animaux errants à Lunel. Et ça, c'est les sans-voix, quoi. C'est-à-dire que, voilà, hein, les chats, les chiens, et même des fois des chevaux qui sont mal nourris ou des animaux abandonnés de toutes sortes, hein, parce que des fois, ça peut être un perroquet égaré aussi, etc. C'est donc la présidente fondatrice de la Palle. Je voulais lui rendre hommage. Vous avez aussi dans les associations, bien sûr, Madame Young, qui a été à l'origine, évidemment, d'une vie culturelle aussi très choisie, très précieuse, hein, à Lunel, avec les ATP. Voilà. Et elle allait régulièrement à Avignon, justement, l'été au moment du festival, pour nous ramener le fleuron de tout ce qui se faisait à Avignon. Au point d'ailleurs qu'elle a fini par se retirer à Avignon, tellement c'était devenu addictif. Voilà. Donc, transmission de valeurs, souci des autres, intérêt pour les générations à venir. Et tout ça, ça fait qu'il y a petit à petit chez ces femmes la conquête d'un idéal qui ne passe pas que forcément par l'idéal de l'éducation, mais aussi par un idéal de vie, un idéal de société, un engagement en tout cas. Et évidemment que ça aussi, ça m'a beaucoup intéressée parce que, comme disait Albert Einstein, le génie est constitué de 1% de talent, mais de 99% de travail. Et ces femmes, souvent, elles ont ramé le double pour en arriver au même point que certains hommes, en termes de statut, en termes de reconnaissance, en termes de légitimité. Alors, ce qu'elles apprécient, toutes ces femmes ici à Lunel, c'est la ville à la campagne. C'est-à-dire que nous sommes vite dans la nature, que ce soit au bord du Vidourle, que ce soit dans la garrigue, que ce soit sur les bords du canal, que ce soit à la plage. C'est très pratique, Lunel. Et on peut très facilement s'y déplacer à pied ou à vélo. Elles aiment bien aussi quand même aller faire du shopping ou aller régler leurs affaires ailleurs. Donc elles apprécient aussi la proximité de Montpellier, de Nîmes, d'Arles, d'Alès. La gare, l'accès à l'autoroute, le cinéma familial où on peut laisser chez les Falissard nos enfants depuis des générations sans qu'ils craignent rien. Et là, c'est aussi très rassurant parce que d'une génération à l'autre, on va dans ce cinéma et au fur et à mesure, la vie s'écoule. C'est-à-dire, on y va enfant pour voir les dessins animés, et puis après, on y va un peu plus grand pour aller voir des films d'action, puis après on y va avec ses copains ou sa copine pour des films un peu plus sentimentaux, et puis après on y va dans sa vie d'adulte pour aller voir la sélection de Cannes ou je ne sais quoi d'autre. Donc c'est très important aussi d'avoir comme ça un lieu. Et Madame Falissard fait partie des femmes qui ont justement témoigné de toute cette histoire du cinéma à Lunel, et c'était intéressant aussi que ce soit elle qui le fasse, parce que il y a eu le festival du cinéma à Lunel et la famille, évidemment, Falissard était très partie prenante de tout ce qui était les initiatives de nos collègues du lycée Feuillade. Voilà. Après, ce qu'elles aiment bien aussi, les femmes, ici à Lunel, c'est les terrasses de café.
Elles disent on se sent en sécurité ici dans les terrasses, enfin sur les terrasses de café. On peut s'arrêter à tout moment, on peut boire justement le café, mais aussi un jus de fruits ou un verre de blanc en mangeant des huîtres. C'est très agréable. Voilà. Certaines m'ont dit aussi on aime bien l'église toujours ouverte. Ça c'est très, très important parce que les femmes à tout moment, si vous voulez, elles peuvent avoir envie de passer par l'église. Pas forcément pour prier ou pour mettre un cierge, mais parce que c'est un réconfort. C'est un moment où elles se mettent un peu entre parenthèses. C'est un moment où elles ont l'impression que là, elles vont pouvoir un peu réfléchir à tout ce qui les traverse. Après, ce qui leur plaît beaucoup aussi à toutes ces femmes, qu'elles aient des enfants ou des petits-enfants, c'est le parc Jean Hugo. Seulement, là aussi, on me faisait remarquer que ce parc Jean Hugo, avec la croissance de la ville, c'est devenu maintenant un peu étriqué, qu'il en faudrait d'autres, des parcs. Pas forcément qui s'appellent Jean Hugo, mais des parcs, des squares, des endroits où il puisse y avoir justement des bancs avec un espace vert public. Ça, c'est très important aussi. À Lunel, on a un ensoleillement quasiment toute l'année. Donc ça veut dire que les gens ils vivent beaucoup dehors. Ils se rencontrent souvent dehors. Ils font quelques pas ensemble dehors. Ils s'asseyent sur des bancs dehors, etc. Et l'accès à la culture, il passe aussi par ces moments où justement on est tous ensemble. Et on est tous ensemble même dans des concerts de plein air, même dans des projections de films, justement dans ce fameux parc Jean Hugo, dans ces moments commémoratifs. Et ça, c'est très important. Tout le monde y pense. Il y a aussi le témoignage de Claire Costenoble du musée Médard qui attire aussi l'attention sur ce fond culturel très important que nous a légué donc Médard et qui fait qu'aujourd'hui ce musée c'est un musée de France, c'est-à-dire c'est quand même pas rien. On a des collections, si vous voulez, qui sont extrêmement précieuses et rares, donc on peut être fier de ça. Après, il y a également le fait que ces femmes sont sensibles aussi pour leurs enfants et pour leurs petits-enfants à toutes les propositions qu'il y a à Lunel, c'est-à-dire pour la danse, pour la peinture, pour la musique. L'académie de musique, c'est quelque chose aussi qui est très important pour le sport. Enfin, il y a ici un certain nombre de choses qui font qu'à proximité, on peut résoudre quand même pas mal de problèmes par rapport à soi-même ou par rapport aux enfants ou aux petits-enfants. Alors ce qu'elles veulent, c'est plus d'espace vert public, j'en ai déjà parlé, plus de bancs. Parce que les femmes, si vous voulez, souvent elles sont chargées, souvent elles ont des enfants, souvent il faut renouer le lacet par exemple, vous voyez, alors on s'assied et puis on s'occupe du petit. Souvent elles ont aussi un certain âge, alors tout simplement elles ont envie un peu de se reposer, ou alors elles ont rencontré une copine et elles ont envie de discuter un moment, voilà, et ça se passe avec le premier banc qu'on trouve pour s'asseoir. Des fois elles sont enceintes aussi, c'est intéressant de le savoir quand même, et que on a peut-être des fois envie ou besoin de se reposer. Voilà, donc pour toutes ces femmes, plus on multipliera les bancs, mieux ce sera. Et puis, vous allez me dire, là, la conférence descend d'un ou deux étages, mais quand même, je tiens à en parler. Elle souhaiterait aussi plus de toilettes publiques. J'en parle, parce qu'à l'époque d'Internet, vous voyez, ça serait intéressant qu'on fasse des progrès de ce point de vue-là et qu'on pense que qu'il n'y a pas que les hommes qui peuvent aller vers les arbres ou dans les coins des rues, que les femmes aussi de temps en temps ont besoin d'y aller aux toilettes et qu'elles peuvent le faire que dans des intérieurs. Donc voilà. Et alors évidemment ça va aussi avec l'idée qu'il faudrait aussi peut-être pas remettre toutes les fontaines à leur place en permanence, mais enfin des points d'eau ça serait bien aussi. Voilà, ne serait-ce que parce que l'été il fait chaud, parce que aussi on a besoin de se rafraîchir, de se laver les mains, de remplir sa gourde si on fait du vélo, enfin etc. Donc ça c'est pas inutile non plus. Voilà, de l'eau potable si possible. Donc
elles regrettent que le centre-ville ne soit pas plus animé. Mais en même temps, c'est les mêmes qui me disent on fait pas mal d'achats en ligne. Et c'est aussi sur Internet qu'on va chercher nos conseils quand on a un souci. Donc effectivement, tout ça fait qu'on va moins dans le centre-ville, que c'est moins couru qu'avant. Les femmes, donc, aujourd'hui restent très concrètes, très pragmatiques pour elles et pour leurs descendances. Alors vous allez me dire dans tout ça, et moi, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, moi, j'aimerais qu'il y ait plus de squares, plus de rues, plus de places qui portent des noms de femmes. Parce que j'ai essayé de vous montrer ce soir que finalement, les femmes de Lunel, depuis très longtemps, depuis le Moyen-Âge, on avait repéré les noms, et que par conséquent, eh bien, ça pourrait être intéressant aussi qu'il n'y ait pas que des noms d'hommes, qu'il y ait aussi des noms de femmes qui ont marqué leur temps. Voilà. Et dernièrement, on a perdu Mité Espèce, qui était quelqu'un qui était une céramiste, qui est de renom, qui avait une notoriété internationale. Et ma foi, puisqu'il y a la place Louis Rey, on pourrait se dire qu'il pourrait y avoir aussi une place quelque part pour Mité Espèce. Voilà, Figère. Ensuite, il y a l'idée aussi que la borne dédiée aux Juifs de Lunel, qu'on doit à Madeleine Ribaud-Vinas, ça pourrait être intéressant qu'il y ait dessous une petite plaque pour expliquer que c'est quand même à son initiative que cette borne est là. Voilà. Bon. Et puis après, je regrette qu'il n'y ait pas une MJC, parce que ça me semble important, surtout quand je vois qu'à Monguio, ils en ont une belle. Alors je me dis, mais nous, à Lunel, qu'est-ce qu'on fait? Et pourquoi pas aussi une maison des femmes, pour que chacune y trouve sa plateforme, je dirais, d'échange. Et ça pourrait être aussi intéressant, avec un historique, justement. Donc, voilà. Je suis contente, si vous voulez, d'avoir participé à cette espèce de démocratisation et aussi de lien qui s'est tissé à travers ces femmes, mais qui ont parlé pour d'autres femmes. J'ai jamais eu l'impression qu'elles étaient dans un positionnement narcissique. Et c'est ça qui m'a plu. C'est-à-dire chacune à sa façon s'est adressée à d'autres femmes pour soulever à leur niveau des problèmes qu'elles pensaient importants. Donc, je vais passer maintenant, je ne sais pas si ça va quand même, j'ai le temps. Voilà, je vais passer à des informations, parce que votre servante, elle est assez contente quand même aussi d'être désormais académicienne. J'ai le fauteuil vert de l'académie Via Domitia. Alors ça parlera à tout le monde, Via Domitia. Pierre-Paul Riquet, parce que je suis toulousaine aussi, de Béziers. C'est une jeune académie et voilà, j'ai été intronisée au mois donc, de décembre. J'ai eu aussi à ce moment-là le prix Frédéric Prat pour un livre que j'ai écrit, Les sourires de l'intime, sur un retour d'un voyage d'études à Auschwitz. Et vous savez, Adorno disait après Auschwitz, il n'y aura plus de poésie. Et moi, je pense qu'au contraire, il en faut. Il en faut encore plus, peut-être. Parce que justement, il est temps de remettre la civilisation à sa place. On ne peut pas continuer à s'entretuer, à vivre dans la violence et la brutalité. Ça ne donne aucun avenir. Ce n'est pas avec ça, si vous voulez, qu'on peut éduquer nos jeunes et leur donner un exemple. Donc, effectivement, chaque fois qu'on peut mettre de la civilisation quelque part, et la poésie, ça en fait partie, c'est même peut-être un des aspects les plus délicats, il faut le faire. Voilà. Et la musique aussi, et le chant, et toutes les formes d'expression, en fait, qui nous relient à quelque chose qui a à voir avec un héritage, un patrimoine, avec un style de vie, avec un certain raffinement, avec une recherche, avec une spiritualité. Et ça, je dirais, tout âge confondu. Parce que je crois aussi à ce dialogue entre les générations. Moi, j'ai beaucoup appris de mes grands-mères et je pense que c'est important d'être justement dans cet échange toujours, tant qu'on le peut, évidemment. Voilà. Alors après,
Monsieur Grouvel m'a dit, vous devriez parler des prochains rendez-vous. Alors le prochain rendez-vous, c'est un rendez-vous des rencontres du fauteuil rouge que j'organise au Gazette Café à Montpellier tous les 2 mois avec un intervenant qui peut être du monde artistique mais aussi quelqu'un qui a un ancrage dans la société et qui souhaite parler de son projet ou de son expérience. Sauf que la dernière fois que j'ai fait une rencontre du fauteuil rouge, c'était le 25 novembre avec un musicien, chanteur, compositeur, interprète qui s'appelle Ollie Jenkins, avec lequel je travaille. Et Ollie Jenkins, quand on lui a demandé quels étaient ses projets, il a dit, il y en a un avec Martine, c'est de partir en 2024 à Toulouse, faire une performance à partir d'un recueil qu'elle a écrit qui s'appelle Les Sentinelles du désir et qu'on a mis en musique et en voix. Alors le public, après, est venu et a dit « Mais pourquoi vous ne le faites pas à Montpellier ?» Alors donc, du coup, on le leur fait à Montpellier. Ça va être un spécial rencontre du fauteuil rouge avec le spectacle donc LSD. Alors, ne vous y prenez pas, c'est Les Sentinelles du désir. Nous ne sommes pas des dealers. Le 24 donc, février, c'est de 15h à 16h30, donc un horaire assez accessible, je dirais, quel que soit l'âge. Bon, après, pour la journée de la femme, le 8 mars, le service culturel de l'UNEL m'a proposé de venir présenter Joséphine Baker. Alors, on disait Baker, mais elle-même souhaitait être francisée dans son nom même et disait non, appelez-moi Baker. Bon, alors je dis Joséphine Baker, c'est un phénomène. Cette femme je veux dire, on l'aime, on ne l'aime pas, mais en tout cas, on peut reconnaître au moins que ce fut une femme absolument extraordinaire. Voilà. Bon. J'avais proposé aussi Valentine Hugo, mais on m'a dit, on fait tellement de choses pour la famille Hugo, là il y a 2 expositions de peinture et puis tout ça, que bon, si on rajoute en plus Valentine Hugo, c'est la première épouse de Jean, c'est pas la maman des enfants Hugo qu'on fréquente et qu'on côtoie tous les... Bon, alors ça risque d'être un peu délicat. Joséphine Baker, voilà. Ensuite, on aura, vous savez, ce rendez-vous là de poésie à 2 voix qui est devenu maintenant, grâce au service culturel de l'UNEL, un festival qui est en train de se mettre en place avec de la poésie. Donc participation des AVF en début d'après-midi, mais M. Grouvel peut-être vous en dira davantage. Ensuite, poésie à 2 voix comme d'habitude, sauf que cette année c'est la 10e édition. J'en suis fort heureuse parce que quand j'en ai parlé, moi, il y a 10 ans du Printemps des Poètes, j'avais l'air d'un martien. Et maintenant, c'est en train de devenir quand même une institution, le Printemps des Poètes à l'UNEL, j'en suis ravie. Et cette fois-ci, j'invite Alain Higonnet. Alors, Alain Higonnet, c'est quelqu'un qui est un musicien, qui est un metteur en scène, qui est un comédien et qui est surtout le directeur de la Maison de la Poésie d'Avignon. Donc, il vous parlera évidemment de poésie et il vous parlera aussi de comment c'est une maison de la poésie, comment ça s'organise, qui on y reçoit, et aussi du festival d'Avignon, du coup. Donc, vous voyez, avec les ATP, on finit par relier plein de choses avec Avignon. Et puis après, je vous dirais, Femme de l'UNEL, ça s'exporte. C'est-à-dire qu'en fait, ces 2 livres-là ont permis aussi de faire reconnaître la ville, l'historique, des paroles de femmes, de souligner un certain nombre de sujets et finalement de donner envie à des personnes de venir nous voir ici à l'UNEL. Alors peut-être pas les femmes en particulier, mais enfin de venir visiter notre ville, de s'apercevoir que finalement on y vivait et on y vivait bien. Et qu'on n'était pas toujours dans des attentats ou dans, si vous voulez, un climat qui serait que stressant et tragique. Voilà. Donc ça, c'est intéressant aussi de se dire que finalement, ça peut être un vecteur relationnel avec le reste de la France et même l'étranger.
Voilà. Donc ces femmes de Lunel en petite Camargue, c'est comme le petit poussé. Elles ont semé des petits cailloux blancs et petit à petit on arrive jusqu'à nous, ou en tout cas on arrive jusqu'à elles, j'en sais rien. En tout cas, je dirais chacune est unique et comme le temps est précieux, ben, c'était important de l'avoir fait. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vais vous laisser la parole maintenant. Alors, s'il y a des questions, ne soyez pas timides. Voilà, je suis à votre écoute. Martine, moi je voudrais dire quelque chose qui a scandalisé tout le monde, mais peu importe. Je parle des saisons. J'ai découvert récemment, c'est pas morbide, mais la dimension humaine du cimetière. C'est pas violent. Donc je vais souvent au cimetière, je rencontre plein de gens du cimetière. On parle contrairement à l'intérieur de la ville très profondément. J'y rencontre le monsieur du Bas de Chambon, j'y rencontre monsieur Joujou, j'y rencontre des gens que j'ai connus, j'y rencontre des noms sur les tombes, des gens qui étaient à l'école avec moi et tout. Mais je dis ça pour démystifier la mort. Voilà, c'est tout. C'est démystifier la mort. C'est important pour nos angoisses existentielles et tout ça. Excusez-moi si je vous ai choqué. Non, non. C'est moi, cheminement, doucement, j'avance. Je sais que les AVF avaient organisé une visite du cimetière, qui n'est pas un cimetière banal. Hein. Il mérite d'être découvert. Oui, oui. Et il y a des grands noms dans ce cimetière. On a quand même Louis Feuillade, par exemple, ou la famille de Bournier, ou Jean Hugo. Les employés du cimetière sont déjà à ce niveau depuis longtemps. Donc ils sont comme dans un jardin, ils parlent déjà normalement, ils m'arrosent les fleurs quand je vais à l'hôpital, c'est normal pour eux. Ils ne coupent pas les coquelicots quand il y en a au milieu des cailloux. Moi j'ai apprécié le cimetière. Et il faudrait qu'on se dise. Oui, oui. De toute façon, on le sait, hein, l'invisible est tout aussi important que le visible. Hein. Donc, effectivement, si vous vous connectez un petit peu, on se promène tous avec notre cortège d'âmes. Hein. Voilà. C'est pas obligé d'aller voir que les gens célèbrent leur tombe. Il y a aussi, oui, ça nous dit beaucoup de choses sur aussi tout un patrimoine hein, aussi. Hein. Voilà. Et puis, il y a aussi toutes les personnes qu'on a laissées aussi passer dans notre monde. Cimetière, je vois des noms, je fais et j'ai des souvenirs qui viennent. Y a-t-il une autre question, s'il vous plaît? Ou un autre témoignage, parce que en fait, oui, voilà, c'est pas forcément sous forme de question. Il y a des fois, on a quelque chose à dire, comme ça a été le cas de Régine. Je vais dire autre chose aussi. Ah, Régine, elle veut dire autre chose. Alors, tu as été une des rares personnes à qui je parle longtemps dans le temps. Tu sais pourquoi? Parce que quand je te parle, je ne suis pas obligée de scander toujours. Tu comprends ce que je veux dire, tu comprends ce que je veux dire, tu comprends tout. Voilà. C'est un beau compliment. Merci. Oui. Alors, Madame Madeleine Limovinas était déjà venue à l'AVF et nous avions organisé une sortie au salon du midi. Voilà, elle a fait une conférence sur le sel. Et nous avions fait une sortie également il y a quelques années. Voilà. Donc, j'aimerais bien savoir comment elle va et si vous la revoyez. Voilà. Alors, elle est catalane par son mariage, même si aujourd'hui elle est veuve. Pierre est décédé d'un cancer. Elle avait son père qui a longtemps travaillé en tant que professeur à Perpignan, que j'ai bien connu, André Vinas, qui m'a préfacé d'ailleurs un recueil de poèmes, qui était poète lui-même, et grand helléniste.
Donc avant de rencontrer Madeleine, j'avais rencontré son père. Et après, le lien s'est fait assez naturellement avec Madeleine, et autour en particulier de notre intérêt pour l'histoire. Donc effectivement, il y a par exemple dans Femmes de Lunel tout un historique, en particulier dans le tome 2, sur le point aujourd'hui qu'on peut faire concernant les Juifs à Lunel. Donc si vous voulez, non seulement j'ai tenu compte évidemment des recherches de Madeleine, mais aussi de tout un tas d'autres, ce qui fait que je suis allée assez loin dans tout ce qu'on peut dire sur la question juive à Lunel. Voilà. Mais je sais que au début, quand j'étais professeur dans les années 80, j'amenais mes élèves voir justement sur place à Lunel le patrimoine et la différence entre l'art roman et l'art gothique, etc. Parce que c'est important d'être dans les vieilles pierres, c'est important de regarder les choses. Avec Madame Lefebvre ici présente, un jour on avait même fait une sortie aussi autour du canal de Lunel, vous voyez. Bon, voilà. Et donc, c'est important aussi que les élèves ou les jeunes s'approprient aussi les lieux, c'est-à-dire que fassent parler les pierres, soient capables, quand ils circulent quelque part, de savoir où ils sont. Voilà. Et pas toujours le nez sur leur portable. Parce qu'une ville, ça se respire, une ville, ça s'entretient, une ville, c'est magique, quoi. Il y a quelque chose qui se passe. Quand par exemple il y a M. Chrysol qui dit quand je me promène dans Lunel, j'entends le bruit de mes pas, ça interroge parce qu'on se dit finalement à Lunel, il n'y a pas grand monde qui se promène à pied. Mais on peut se dire autre chose aussi, on peut se dire mais que c'est poétique, M. Chrysol se promenant, entendant le bruit de ses pas dans Lunel. Et vous voyez comme c'est joli. Bon, alors voilà, donc nos jeunes, ça peut être intéressant aussi de leur faire comprendre que voilà, ils ne sont pas n'importe où ici, qu'il y a eu quand même tout un tas de gens qui ont vécu avant eux ici et qui aiment la ville. Voilà. Merci. Donc Madeleine va bien, hein, elle vit à Ambège, elle a perdu son mari. dans les Pyrénées-Orientales. Elle a perdu Rémi et son fils a été malade. Oui. Et elle a déménagé. Oui. Il n'y a plus de questions, donc Bernard va venir répondre. Merci. Alors, voilà. D'abord, vous remercier, parce que c'est une très belle conférence. Je vois qu'il y a encore quelques travaux à faire dans la vie de Lunel. Merci Corinne de votre présence. Je pense que vous avez bien noté. Hein. Je tenais vraiment à vous remercier de nous avoir accompagnés à cette soirée. Voilà, écoutez, on peut terminer par un petit verre de l'amitié, ça permettra de continuer à débattre sur les femmes de Lunel. Je pense que la prochaine sera les hommes de Lunel, non, bien sûr. Voilà. Il y a eu déjà beaucoup de choses écrites par les hommes, sur les hommes, concernant les hommes. Donc, moi, ma pierre, si vous voulez, à l'édifice, ça a été de montrer justement cette présence des femmes. J'espère qu'après moi, il y aura d'autres femmes qui parleront à la fois peut-être des hommes et des femmes, ou que des hommes, ou que des femmes, mais en tout cas des voix féminines qui s'intéressent justement à cette histoire de la ville de Lunel et à son prolongement. Parce que moi je suis de passage, comme toutes les autres. On est tous de passage, de toute manière. Voilà, écoutez, je vous invite à venir prendre un petit verre. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci Corinne.